Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Bienvenue dans cette capsule astro d'été dans laquelle on va parler de la pleine lune du 21 juillet. Avant qu'on commence, je voulais vous redire que si vous voulez apprendre l'astrologie avec moi à la rentrée, il reste encore quelques places pour les 2 années de formation que je propose. Une année sur la lecture du thème natal avec une structure, une méthode pour s'en sortir, pour parvenir à lire une carte. Et puis une deuxième année sur les transits, les progressions et la révolution solaire, c'est-à-dire toutes les actualisations du thème natal. Toutes les informations seront dans la barre de description. Je vous mets également en barre de description le replay vers notre premier épisode de Cosmo Décrypte, qui est une émission du cercle de recherche Stella Mundi, dans lequel on parle d'astrologie mondiale. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas parler de politique, je ne vais pas commenter les législatives et tout ce qui se passe en France. Si vous voulez une information intéressante, de qualité, je vous invite à aller regarder ce replay qui vous donne en fait un peu une vue d'ensemble sur tous les mouvements planétaires jusqu'environ 2027 et c'est vraiment très intéressant d'avoir, de prendre cette vue d'ensemble et ça donne de très bonnes pistes pour comprendre ce qui se passe. Donc je vous mets à présent la carte et on va voir un petit peu l'ambiance pour cette pleine lune. Donc la pleine lune, elle a lieu le 21 juillet, on le voit ici, elle a lieu à 12h17 heure de Paris, 10h17 en temps universel. Elle va venir activer le 29e degré de l'axe Cancer-Capricorne. Donc si vous me suivez bien, on a, enfin non peut-être que vous ne le savez pas, mais si vous avez vu la dernière vidéo, eh bien on parlait de, on a déjà eu en fait, une pleine lune dans le signe du Capricorne. Et donc voilà, là, on a cette année 2 pleines lunes dans l'axe Cancer-Capricorne. Donc c'est assez intéressant parce que quelque part on vient vraiment travailler cette énergie-là. Alors une pleine lune, si vous voulez, c'est toujours un moment à la fois de summum, déjà de manière générale, au niveau de l'énergie, les moments de pleine lune, eh bien ce sont des moments où vraiment l'énergie atteint un climax, une apogée on va dire, et ça se manifeste à travers une grande activité nocturne aussi, des fois on a du mal à dormir, ça se manifeste par une précipitation des événements ou des activités tout autour de nous et parfois aussi en nous-mêmes. Donc c'est toujours aussi intéressant, on peut vraiment utiliser les moments de pleine lune pour profiter de ce regain d'énergie, et c'est un petit peu avant et un petit peu après la pleine lune. Alors ici ça vient faire jouer l'axe Cancer-Capricorne, donc évidemment le soleil il passera en Lion le lendemain de la pleine lune, donc c'est vraiment on va dire les dernières saveurs de cet axe là, où d'un côté, eh bien, on essaye d'équilibrer dans cette pleine lune à la fois le besoin, je dirais, il y a plusieurs choses qui demandent à être équilibrées. L'idée de base de l'axe Cancer-Capricorne, c'est la notion de vie privée, famille et vie professionnelle, travail, vie publique. Ça, c'est vraiment les 2 axes Cancer-Capricorne, et donc on peut de nouveau avoir un peu des enjeux autour de cette pleine lune sur comment est-ce que je me débrouille entre le temps que je consacre à ma famille, à moi-même aussi, et le temps que j'investis dans mon travail. C'est des choses un petit peu qu'on cherche à équilibrer. De manière un peu plus symbolique et un peu plus psychologique, ça nous demande aussi d'équilibrer d'équilibrer entre une tendance à être à l'écoute de nos émotions, être à l'écoute de notre monde intérieur, de ce qu'il nous révèle. Ça c'est l'énergie du Cancer. J'en ai pas mal parlé dans la vidéo de nouvelle lune, où l'idée c'est vraiment d'être à l'écoute de des informations que nous donnent nos émotions. Et de l'autre côté, le Capricorne, lui, son travail, c'est presque de ne pas tenir compte des émotions. Pourquoi? Parce que si dans la phase Capricorne, si vous voulez, si vous tenez trop compte de comment vous vous sentez, si vous êtes trop à l'écoute de vous-même, vous risquez de vous effondrer en fait. Vous risquez de ne pas pouvoir soutenir les épreuves ou les difficultés qui sont les vôtres à un moment donné. Et donc le Capricorne, c'est quand même le signe du solstice d'hiver, c'est un signe qui est là pour résister. Et donc c'est un signe qui est là pour ne pas trop tenir compte de tous ces points de fragilité et pour avancer coûte que coûte. Et donc
on a un petit peu cette énergie-là finalement d'équilibrage entre être à l'écoute de nos émotions, en tout cas en avoir conscience, mais également pouvoir se renforcer, pouvoir tenir, pouvoir faire face à des difficultés sans s'effondrer. Ça c'est aussi le grand enseignement du Capricorne. Alors le Capricorne, il est naturellement lié à la vertu de sagesse, de recul, de pouvoir garder la tête froide. Hein, c'est vraiment ce signe, vous savez, la lune, elle est dite en exil en Capricorne. Alors c'est très intéressant les notions de domicile et d'exil, mais ça signifie en réalité que la planète ne se sent pas bien dans le signe. Hein. Il y a vraiment une différence de nature. Et donc ici c'est vrai qu'avec la lune en Capricorne, l'idée c'est justement de ne pas être trop à l'écoute de nos plaintes et de nos complaintes intérieures. Alors pour cette pleine lune, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que il est peut-être temps pour nous de faire preuve pendant la pleine lune, hein, c'est une petite fenêtre. Ça peut être un moment où justement on essaye de maîtriser notre émotionnel. C'est l'idée donc de l'exil de la lune en Capricorne, c'est de dire les émotions ne vont pas nous dériver de notre but, hein, elles ne vont pas complètement nous mettre sous l'eau justement. Donc on peut vraiment réfléchir à certaines valeurs, je dirais, qu'on peut utiliser pour cette pleine lune. Moi j'aime bien le mot sagesse, j'aime bien le mot pondération, discipline, sobriété également, ce sont des valeurs du Capricorne. Il y a également des idées de dignité, de noblesse hein, dans ce signe-là. De patience également, hein. Il est quand même question avec le Capricorne de viser à long terme. Donc peut-être, je ne sais pas ce que vous vivez, mais ça peut être intéressant de regarder les choses avec un regard apaisé, en se disant qu'avec le temps, les choses vont s'améliorer. Donc ça c'est un petit peu, si vous voulez, on peut vraiment travailler comme ça de manière très sporadique hein, sur l'énergie Capricorne pendant cette pleine lune. Alors maintenant, cette pleine lune, moi ce qui m'intéresse, c'est que quand même, peut-être vous l'aurez remarqué, mais elle fait un mariage très particulier, puisque la lune en Capricorne va venir en conjonction rejoindre Pluton, qui lui est au tout début du signe du Verseau. Donc on a une conjonction lune-Pluton pour cette pleine lune et ça c'est vrai que souvent c'est bien de le savoir, c'est bien d'y être préparé parce que la lune et Pluton sont deux planètes qui alors d'une certaine manière vont bien ensemble et d'une autre ne vont pas bien ensemble. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Elles vont bien ensemble ces deux planètes parce que ce sont deux planètes yin, plutôt féminines, qui sont liées à l'exploration de l'inconscient. Donc la Lune et Pluton, c'est un duo incroyable pour aller explorer tout ce qui est caché, tout ce qui est du monde, de l'ordre du monde nocturne, du monde des rêves, du monde de tout ce dont on n'a pas conscience le jour en plein soleil. Donc Lune-Pluton, c'est vraiment un duo extrêmement psychologique, extrêmement pénétrant, qui symbolise certainement qu'autour de cette pleine lune, eh bien, il peut y avoir une remontée de l'inconscient, il peut y avoir des émotions qui étaient cachées, secrètes, inconnues, inconscientes, qui pourraient être révélées. Alors c'est la lune, je dirais qu'elles peuvent être révélées la nuit, dans les rêves ou dans quelque chose d'un petit peu vague, des impressions, des angoisses, des sensations un petit peu pas si claires en tout cas, puisque c'est pas le soleil. Les rapports soleil-Pluton, mais cela dit, je vous dis ça, mais en fait, je me rends compte en vous le disant que le soleil sera opposé à Pluton. Donc, en fait, en réalité, il pourrait aussi y avoir un côté quelque chose qui est mis en lumière. Je me rends compte en vous le disant. Alors, donc ça c'est vraiment le côté Lune-Pluton favorable. C'est quand vraiment on a envie d'aller explorer quelque chose de profond. Il faut souvent s'attendre, je trouve, hein, quand Pluton est impliqué dans les pleines lunes ou les nouvelles lunes, à des lunaisons qui nous brassent un peu ou qui sont intenses. Hein. Je pense que le mot intense, il est quand même, il est fortement corrélé à Pluton.
Alors la Lune et Pluton ne vont pas bien ensemble à un autre niveau, qui est que la Lune est une planète qui représente le confort, qui représente la sécurité, le sentiment de bien-être. En tout cas, c'est les buts de la Lune. Tandis que Pluton, lui, cherche finalement la révélation, l'authenticité, la vérité la plus implacable, je dirais. Et forcément ici, ce duo Lune-Pluton, ça exprime souvent que la Lune est mise à mal par l'énergie de Pluton. Donc ça peut s'exprimer pour nous à travers le fait qu'on est dans un moment où on se sent pas très confortable, on se sent un petit peu angoissé, on se sent un petit peu inquiété par certaines choses. Lune-Pluton, c'est un vrai marqueur de manque de sécurité. Il y a quand même... Il y a quand même cette idée-là. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir l'utiliser de la manière la plus favorable, en se souvenant que c'est une énergie de pleine lune, donc on va forcément pas se dire que ça va pas être là pendant 2 mois. C'est vraiment, imaginez vraiment les pleines lunes comme un coup d'éclairage, une thématique qui d'un coup se présente à nous et qui bientôt ne sera plus là. Mais non, donc nous, puisqu'on veut utiliser de la manière la plus harmonieuse Lune-Pluton, c'est vraiment, on peut utiliser cette pleine lune pour établir un pont entre conscient et inconscient. On peut être volontaire, je dirais, pour aller explorer des choses cachées. Et de même, je reviens au fameux aspect Soleil-Pluton dont je vous ai parlé juste avant. Eh bien, on peut aussi utiliser... On peut aussi, si vous voulez, Soleil-Pluton, ça a un côté beaucoup plus, ça a une idée de révélation. Le Soleil, il vient éclairer tout ce qui est caché, donc c'est encore plus fort, c'est plus fort que Lune-Pluton. En tout cas, c'est plus clair, c'est plus net. Donc je vous invite aussi autour de cette pleine lune à regarder, est-ce que il y a des choses un petit peu lourdes, un petit peu secrètes, un petit peu... voilà, vous savez, qui vous plombe un peu ou qui vous bouscule un peu, c'est pas toujours que ça nous plombe, des fois c'est que ça nous bouscule, qui sont révélés, parce que ça c'est un bon point de départ aussi de peut-être un message que la vie veut nous adresser ou que notre inconscient veut nous adresser, et ça c'est souvent une bonne manière de travailler avec Pluton. C'est d'être curieux, c'est de vouloir comprendre ce qui se passe. Pluton, c'est de toute manière une planète qui parle de transmutation, c'est une planète alchimique et souvent, autour de ces moments-là, très plutoniens, eh bien aussi on peut en profiter pour modifier une mauvaise habitude, pour transformer une situation, pour faire un rituel de purification. Enfin, toutes ces choses-là sont très Lune-Pluton, Soleil-Pluton. On peut donc, ça c'est vraiment la bonne manière, je dirais, d'utiliser cette énergie plutonienne qui sera donc apparemment en abondance autour de cette pleine lune. Voilà. Je voulais également vous parler de Neptune, parce que Neptune soutient très joliment cette pleine lune et c'est assez chouette parce que Neptune est une planète plus douce qui vient donc un petit peu apaiser, je dirais, ce que l'on peut voir là avec Pluton. Neptune est une planète qui parle de transcendance, qui parle d'ouverture à d'autres plans de conscience, qui parle d'intuition, de médiumnité, de mysticisme. Et donc ici vous voyez on a vraiment un aspect extrêmement étroit puisque regardez, Neptune est à 29 degrés des Poissons, donc vraiment pas loin, bientôt on rentrera dans le grand chapitre Neptune en Bélier, mais pas tout de suite. Et la Lune est à 29 degrés du Capricorne, donc on a un sextile exact, et ce sextile pourrait être aussi une proposition. Le sextile souvent nous dit « essaye ça, tu vas voir, peut-être ça va t'aider, ça sera peut-être pas mal dans ce moment-là ». Donc Lune-Neptune, ça peut être vraiment un moment pour faire appel, je dirais, à une dimension plus élevée, une dimension de grâce, de transcendance, de beauté, de musique, de spiritualité, de mysticisme, enfin bref, selon ce qui nous parle. En tout cas, je pense aussi qu'autour de cette pleine lune, le sextile aussi précis de Lune-Neptune peut représenter une porte ouverte un petit peu, peut-être avec d'autres plans de conscience. Donc vraiment, ça peut aussi être intéressant de faire des tirages de cartes, de faire des prières, enfin voilà, tout ce
tout ce qu'on veut faire quelque part pour connecter notre intuition, pour connecter d'autres plans de conscience. Donc ça, c'est vraiment les aspects qui me semblent forts autour de cette pleine lune. On voit également, alors qu'est-ce qu'on voit? On voit également quelque chose. C'est que, regardez, je vais vous montrer ça. Ici, on voit que là, au 21 juillet, a gentiment commencé un carré entre Jupiter et Saturne. Donc ça, ça représente, alors Jupiter et Saturne, si vous voulez, c'est quand même deux planètes vraiment extrêmement importantes. Elles représentent notamment tout ce qui est en lien avec l'autorité. Elles représentent les forces, alors à la fois d'expansion, ça c'est Jupiter, et au contraire de concentration, c'est Saturne. Et quand elles marchent bien, quand elles marchent ensemble, on a vraiment un très bel équilibre. On a quelque chose qui, souvent, il y a quelque chose de très harmonieux, je dirais, dans l'ambiance collective et également en nous-mêmes, puisque l'expansion et la concentration marchent ensemble. Mais là, en ce moment, on a un carré. Alors, ce carré, qu'est-ce qu'il veut dire de manière très concrète pour nous? Bah, ça peut vouloir dire que Jupiter, en fait, c'est la force d'expansion qui nous dit ouvre-toi de nouvelles expériences, ouvre-toi à du nouveau. Eh bien, ce Jupiter, il est un peu bloqué par Saturne. Donc, on peut être aussi dans un moment où on expérimente un peu des choses qui sont retardées, des choses qui freinent, des choses qui sont pas aussi fluides que ça devrait être. De manière générale, sur un plan individuel, en tout cas, le carré Jupiter-Saturne, il peut exprimer aussi des sortes de conflits, des conflits que l'on peut avoir à l'intérieur de nous, entre une partie de nous qui va être dans l'ouverture, et une autre partie qui va être dans le contrôle. Donc celle qui est dans l'ouverture, c'est Jupiter, hein, c'est celle qui cherche à accroître les expériences, qui est extrêmement volontaire, je dirais, pour aller de l'avant. Et puis le contrôle, bien sûr, vous l'avez reconnu, c'est Saturne. Donc ça, vous pouvez aussi regarder dans votre carte du ciel, ça peut être assez intéressant de voir où est Jupiter, où est Saturne, parce que ça peut vraiment vous expliquer ça. Voir à quel endroit, dans quelle maison par exemple, il peut y avoir ce conflit-là. Alors il faut savoir une chose, c'est que Saturne, en tout cas en bonne saturnienne, j'ai une théorie sur Saturne. Saturne, c'est une planète qui va souvent, qui demande en règle générale un approfondissement et une meilleure maîtrise de certaines choses. Donc il est possible aussi que par rapport à ce que, peut-être à l'élan que vous avez peut-être un élan d'aller en avant et vous sentez des choses qui freinent, vous pouvez aussi réfléchir de dire, est-ce que je dois m'améliorer? Est-ce que je dois mieux maîtriser ce sujet? Est-ce que j'ai besoin de temps pour mieux structurer, mieux maîtriser les choses? Parce que Saturne, dès lors que c'est bien tenu, que c'est bien structuré, bien maîtrisé, c'est vraiment une planète qui ouvre et qui donne beaucoup, je pense. Mais tant qu'on n'est pas prêt, elle nous dit oh, t'es pas prêt. Non, t'es pas prêt. Et donc souvent on peut vraiment se sentir découragé et pas à la hauteur, mais souvent Saturne nous oblige à aller vers l'excellence, donc merci à lui d'une certaine manière. Donc voilà. Ce carré, il peut aussi représenter à un niveau sociétal des divisions hein, dans la société. Les carrés Jupiter-Saturne, ça peut représenter vraiment des idéaux différents, ça peut représenter le fait qu'on veut aller de l'avant, mais il y a des choses qui bloquent, qui freinent, bref, il y a une fracture, hein, il y a quelque chose qui n'est pas si évident à harmoniser. Donc déjà en nous, moi ce qui m'intéresse c'est surtout le plan individuel, comment en nous on peut, vous pouvez essayer de concilier ces deux forces, la Jupiter et Saturne, ça peut même être un sujet de méditation je trouve. Essayez de voir, est-ce que vous vous sentez plus jupitérien ou plus saturnien, c'est-à-dire est-ce que vous êtes une personne qui est plutôt ouverte, qui va pas forcément chercher la perfection mais qui va se lancer avec enthousiasme dans des nouvelles expériences, aussi au contraire vous avez besoin de temps, de maîtriser, vous êtes plutôt timide face aux nouvelles expériences.
Et là, ça voudrait dire que Saturne serait peut-être un peu plus fort. Donc voilà, ça peut demander un certain équilibre entre ces deux maîtres en nous, hein, ces deux autorités. Et une fois que c'est maîtrisé, les deux, bah, c'est magnifique parce qu'on a une expansion dans la maîtrise, donc c'est formidable. Mais voilà, donc je pense qu'on travaille un petit peu là-dessus, là, au niveau collectif. Je voulais vous parler de quelque chose aussi, et c'est vraiment dans l'émission sur l'astrologie mondiale que j'ai compris ça, hein, grâce à Valérie Darmandy, sur la conjonction Neptune-Saturne. Gilles et Valérie ont dit des choses vraiment très intéressantes sur cette conjonction qui m'ont beaucoup parlé. Je voulais vous repartager sur le fait assez évident que la conjonction Saturne-Neptune représente également une dissolution de certaines structures. Et ça me semble vraiment très juste, parce que Saturne représente les structures, représente vraiment ce qui... excusez-moi, Saturne représente vraiment voilà, ce qui est solide, hein, ce qui résiste, tandis que Neptune est une planète de dissolution. Imaginez que vous mettez une feuille de papier dans l'eau, et bien au bout d'un moment, elle va finir par s'effriter totalement, de même que si on repasse des millénaires plus tard, une roche aurait été complètement limée et érodée. Donc Neptune, ça représente vraiment l'effondrement par dilution progressive. Et je pense que on est aussi un petit peu là-dedans, là, avec Saturne-Neptune. On est vraiment dans une forme de dissolution des structures. Alors, je ne sais pas si dans votre vie ça se manifeste. Je pense que ça se manifeste sur un plan collectif. Peut-être. Il est possible, si Saturne et Neptune sont forts dans votre carte actuellement, que vous ressentiez également que actuellement qu'il y ait des choses qui étaient très stables, qui sont en train un petit peu de se liquéfier, quoi, finalement, hein, qui sont en train de sont plus si solides. Et ça, c'est aussi une signature Saturne-Neptune. Donc c'est aussi assez intéressant. Il y a vraiment cet événement historique incroyable qui date de la dernière conjonction Saturne-Neptune, qui est la chute du mur de Berlin. C'est vraiment une manière magnifique, hein, finalement, dont l'astrologie s'est manifestée. Hein, vraiment l'effondrement d'une structure. Voilà, je vous laisse peut-être voir comment ça vous parle, sachant évidemment que ça ne nous parlera pas à tous de la même manière, hein, selon comment ça va venir toucher notre carte. Et puis aussi que cette conjonction, eh bien, elle aura lieu surtout l'an prochain. Voilà. On va revenir à des choses un petit peu plus là tout de suite maintenant. Donc on voit, regardez, on va avancer un tout petit peu. On voit ici que le 22, juste le lendemain de la pleine lune, le soleil passe en Lion. Il rejoint Vénus qui est déjà en Lion, en conjonction à Vesta. Alors Vesta, c'est ma nouvelle marotte astrologique, donc je vais mettre Vesta dans toutes les cartes parce que je l'adore. Je vais vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne. Donc en somme, on rentre sur 30 jours d'expérience léonine, d'expérience Lion. Donc le Lion, le soleil en tout cas dans le signe du Lion, c'est vraiment l'occasion de comprendre et d'expérimenter ce signe. Alors moi ce que j'adore, c'est qu'avec le zodiaque, chaque année vous pouvez en fait vous améliorer et vous pouvez améliorer votre compréhension d'un signe. Donc le Lion, c'est un signe fixe de feu. Fixe de feu, ça signifie que c'est dans le Lion qu'on va vraiment fonder notre identité. Je veux dire par là que c'est dans l'énergie du Lion qu'on peut vraiment se révéler à soi-même, qu'on peut savoir quels sont nos goûts, quelles sont nos préférences. On le fait déjà en Bélier, mais on le fait d'une manière un peu très spontanée, je dirais, très directe. On a un premier contact avec nous-mêmes en Bélier, mais en Lion, il y a aussi une invitation quelque part à aller explorer notre personnalité et à nous connaître, à nous découvrir. Donc ça, c'est la première dynamique, je trouve, de ce signe-là du Lion. Et d'ailleurs, il y a pas mal de personnes du Lion qui ne sont pas expressives, qui ne sont pas extrêmement... qui ne prennent pas toute la place, comme on le décrit souvent en astrologie, parce qu'elles sont aussi très très occupées à cette exploration identitaire qui est représentée dans le glyphe, vous voyez, par le cercle, hein, le fait que on se met en soi-même et on se connecte avec soi. Donc le Lion, c'est quand même une énergie, je trouve, de
centrage en soi-même, hein, d'enracinement dans notre identité. C'est l'idée des signes fixes, hein, et de feu, parce que le feu, il représente vraiment l'identité en astrologie. Ensuite, le lion, il est quand même lié aussi au fait d'offrir aux autres finalement les cadeaux de notre personnalité, d'offrir aux autres ce que l'on trouve être le meilleur ou le plus agréable chez nous. C'est pour ça qu'on va trouver dans le lion des expériences de joie, de chaleur, de rire, de fête, hein. C'est un signe quand même extrêmement joyeux, extrêmement lumineux, hein. C'est quand même l'endroit où le soleil est en domicile, et donc il y a une autre expérience du lion qui est celle de donner, hein, qui est celle de rayonner. Donc d'abord se trouver, s'ancrer en soi, parce que c'est compliqué de rayonner si on n'a pas découvert en quoi on est une personne aimable, en quoi on est une personne lumineuse, en quoi on est un soleil en fait, en somme, hein. Et le soleil, c'est vraiment, en astrologie, c'est vraiment le soleil qui donne une idée de... que notre vie a un sens et que chaque personne a vraiment quelque chose de très spécifique à apporter, que chacun joue sa parfaite partition. Ce sentiment d'unicité et de sens, ça c'est le soleil. Donc le lion, c'est une opportunité, je pense, chaque année, d'aller reconnecter ça en quoi je suis une personne spéciale, en quoi j'ai ma place très particulière dans cette partition. Alors évidemment, vous le voyez venir, hein, c'est vrai que on n'est pas loin du narcissisme, hein, forcément, on n'est pas loin aussi de l'égocentrisme, c'est toujours un petit peu le risque, et c'est pour ça que dans le lion, il faut vraiment intégrer aussi le fait de donner, le fait de pouvoir apporter aux autres, apporter au monde sa lumière, ça c'est vraiment quelque chose de central dans l'énergie du lion. Voilà, donc on va expérimenter cette énergie-là, donc voilà, à vous de voir si vous êtes à l'aise avec, si vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, si vous en voyez plutôt l'ombre, si vous, au contraire, si vous prenez plaisir à cette énergie du lion. On va trouver aussi dans le lion tout ce qui concerne l'expression, c'est lié à ce que je vous disais, au fait de donner. Donc on va trouver tout ce qui est des choses comme prendre la parole, se mettre en avant, danser, chanter, dire ce qu'on a à dire, tout ça, ça fait partie aussi du lion, hein. Donc voilà, à vous de voir un petit peu comment vous le ressentez. Ce qui est sûr, c'est que le passage de Cancer à Lion, il est fou, hein. D'un point de vue zodiacal, on est vraiment sur des énergies extrêmement différentes, puisqu'en somme, on est vraiment dans notre cocon au Cancer, et ensuite, on va venir donner et rayonner en Lion. On passe du maximum yin au maximum yang. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on voit que Vénus est également rentrée dans ce signe du Lion. Elle est en conjonction à Vesta. Donc, Vénus en Lion, eh bien, c'est vraiment, par rapport à l'énergie d'amour, c'est vraiment je donne, je rayonne, non pas je veux prendre, mais je donne. En tout cas, ça c'est vraiment la plus belle proposition d'une Vénus en Lion. C'est je me connecte à mon cœur et je rayonne. Ça serait vraiment la plus jolie manière de le vivre. Alors, comme je vous le disais, Vénus est reliée à Vesta. On a une jolie conjonction qui va pas durer très très longtemps. Elle sera exacte le 23 juillet. Ah, 24, j'avance un petit peu. Voilà, toute la fin juillet, on a cette conjonction Vénus-Vesta. Et d'ailleurs, ensuite, me semble-t-il, ça va enchaîner avec le soleil. Mais voilà. Alors, toute la fin juillet, on a cette conjonction Vénus-Vesta. Et Vesta représente, si vous voulez, je vous en ai déjà un peu parlé dans la dernière vidéo, ça représente un peu une dimension, je dirais, neptunienne. Ça représente une dimension mystique, en fait. Ça va ressembler un petit peu, cette conjonction, à une conjonction Vénus-Neptune. Dans le sens où les questions qui se posent pourraient être comment l'expérience d'amour, mais pas que amoureuse, d'amour, peut m'élever, peut me nourrir. Il y a toute une réflexion, je trouve, autour de l'amour véritable, l'amour inconditionnel avec Vénus, Vesta. Parce que Vesta, forcément, est un astéroïde qui parle de transcendance, qui parle d'élévation. Donc on est loin, je dirais, du côté vraiment... cupide que Vénus peut avoir parfois dans le sens aime-moi, aime-moi.
Voilà, donc il y a aussi une très belle proposition là sur la fin du mois de juillet, une sorte d'énergie un petit peu mystique autour de l'amour et des relations, donc ça peut être vraiment intéressant. Voilà, pour cette pleine lune, les choses les plus importantes, c'est donc surtout, je reviens, excusez-moi, le jour de la pleine lune. Voilà, c'est vraiment la conjonction, hein, Lune-Pluton, ça c'est vraiment prioritaire, qui est en lien avec une énergie de mise en lumière de choses cachées, transformation de choses qui sont lourdes. C'est une pleine lune d'alchimie, hein, ensemble, on pourrait dire ça comme ça. La deuxième chose, c'est également le carré entre Jupiter et Saturne, donc comment on peut équilibrer en nous ces deux forces, ces deux autorités, comment on peut avancer mais en étant sûr qu'on prend le temps et on contrôle et on maîtrise là où on veut avancer. Et puis on a également parlé, on a parlé de Neptune qui soutenait très très joliment cette pleine lune, donc ouverture sur un plan spirituel. Et puis je vous ai parlé du démarrage du soleil en Lion et donc de la proposition de connecter cette énergie solaire en nous-mêmes à travers ce signe. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Je vous retrouve pour la prochaine nouvelle lune. Elle sortira vraisemblablement le jour même ou juste avant. Donc ne vous étonnez pas parce que je finirai mon stage d'astrologie en Ardèche. Donc voilà, je le ferai en rentrant. Mais je ne vous oublie pas. Et je vous souhaite en tout cas un très très beau, une très belle pleine lune, une très belle fin de mois de juillet. Et je vous dis à tout bientôt.